Le groupe de recherche et d'intervention régionale, le GRIR, a été fondé en 1983. Le GRIR réunit une trentaine de chercheurs des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce groupe de recherche réalise des activités de soutien à la recherche en organisant des conférences, des séminaires et des colloques, ainsi qu'en publiant des ouvrages scientifiques. Le GRIR est fier de contribuer à la transmission des connaissances au sein des collectivités régionales. Alors bonjour, comme Suzanne vient de le dire, mon nom est Caroline Jean, je travaille au Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire Saguenay-Lac-Saint-Jean chez Bouquet-Chappais. On dit le MEPAC, c'est beaucoup plus convivial et sympathique comme nom. Qu'est-ce que c'est le MEPAC? Le MEPAC est un regroupement d'organismes communautaires qui pratiquent l'éducation populaire autonome et les luttes sociales sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean chez Bouquet-Chappais depuis 1981. Même si le MEPAC s'inscrit dans l'approche de défense collective des droits, les organismes qu'il représente ne se trouvent pas exclusivement dans ce secteur d'activité. Au MEPAC, on retrouve des groupes de femmes, des maisons d'hébergement, des groupes en environnement, des comités de quartier, des organismes en défense des personnes retraitées, défense de personnes assistées sociales, sans emploi, des organismes en santé, services sociaux, etc. Donc, on voit que c'est très large. Ils sont environ une quarantaine à faire partie du regroupement et à être actifs au sein de ce dernier. Comme plusieurs groupes sociaux, le milieu communautaire est hautement préoccupé par les mesures draconiennes imposées par le gouvernement depuis son élection. Et dire qu'il y a à peine un an qu'il est au pouvoir, c'est rien pour rassurer les organismes et les gens qui y travaillent, les gens qui y militent et les gens qui vont y reprendre du pouvoir individuel et collectif. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir parler des impacts de l'austérité sur le milieu communautaire. Vous comprendrez évidemment qu'en 15 minutes, il m'est impossible de vous dépeindre un portrait exhaustif de c'est quoi le milieu communautaire, des enjeux qui l'entourent et des impacts des mesures d'austérité qu'on observe sur le terrain actuellement. Finalement, après y avoir longuement réfléchi, je me suis résignée à vous présenter un état de la situation qui est plus large, mais qui dépeint quand même une bonne partie de c'est quoi nos préoccupations actuellement. Donc, j'ai retenu ce qui étaient les arguments qui sont le plus dénoncés par les organismes sur le terrain, mais je tiens à souligner que ça reste quand même une perception qui m'appartient et qui appartient plus au MEPAC. Donc, je ne veux pas me faire la représentante de des gens qui ne se sentiraient pas représentés par moi ce matin. Disons d'emblée que les luttes pour le milieu communautaire sont nombreuses et ça depuis longtemps. Les gouvernements qui succèdent font une fixation sur l'équilibre budgétaire et le déficit zéro. Ça a déjà été dit par les gens qui m'ont précédé. Cet argument est excellent pour appliquer des mesures où les citoyens et les citoyennes doivent, entre guillemets, faire leur juste part. Ça, on l'entend souvent, on doit faire notre juste part. Et la population est très réceptive à faire cette juste part. Il me semble primordial de souligner que même si le gouvernement Couillard a décidé d'attaquer sur tous les fronts, mentionnons que le terrain du néolibéralisme avait été bien entretenu par les gouvernements antérieurs. Coupe à l'aide sociale, entente avec les grandes entreprises, augmentation des tarifs d'électricité, hausse des droits de scolarité, refus d'imposer les banques, et j'en passe ardemment. Ce qui est particulier avec ce gouvernement, c'est qu'on est en train d'assister à un démantèlement des services publics et des programmes sociaux en place. On joue dans les structures, on déconstruit sous les yeux de la population, sans soulèvement populaire significatif, et on détruit des acquis sociaux qui font du Québec une société qui est réputée pour être relativement juste et équitable. Ce qui est, à mon humble avis, vraiment préoccupant, pour ne pas dire effrayant. Ce qui l'est encore davantage, c'est qu'il y a un bon bassin de la population qui ne savent pas encore ce qui les attend, qui ne sont pas conscients et conscientes des répercussions qu'il va avoir. On a eu des annonces, mais la population, à mon avis, est dans une grande incompréhension face aux impacts. C'est très compliqué quand on dit on adopte un projet de loi bâillon, d'aller lire les projets de loi, de comprendre l'impact de coupure tant que ça ne nous touche pas individuellement comme population. Puis la paralysie populaire, je pense qu'elle est due à ça. Mais
Au MEPAC, ce qu'on pense, c'est que les pires impacts qu'on va voir ne sont pas visibles actuellement pour la population, mais s'en viennent. Ceci dit, pour se concentrer plus un peu sur le milieu communautaire à proprement dit, il nous semble incontournable d'aborder minimalement le financement et la structure des organismes communautaires. C'est un seul modèle de ce type au monde, le Québec. Au Québec, on finance les organismes communautaires par les enveloppes des différents ministères qui les subventionnent. Donc, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le MES, par l'intermédiaire du Secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales, en collaboration avec des actrices et des acteurs du milieu, est celui qui s'occupe de définir ce qu'est l'action communautaire, ce qu'est l'action communautaire autonome et la défense collective des droits. Ces trois catégories, respectivement, ont des critères respectifs. Donc, l'action communautaire, 4 critères, action communautaire autonome, 8 critères, et la défense collective des droits, on s'en va jusqu'à 12 critères, qui sont reconnus par l'État. Donc, par l'État, par quel intermédiaire? Par des politiques, des plans d'action et des cadres de référence gouvernementaux. Les regroupements communautaires nationaux interviennent régulièrement avec le MES afin que les acquis des groupes soient maintenus, dont leur autonomie, et que l'essence de l'action communautaire autonome et de la défense collective des droits ne s'en voit pas transformée ou pervertie. La question qui nous est souvent posée dans le milieu est la suivante. Comment pouvez-vous prétendre être autonome alors que c'est le gouvernement qui vous octroie la plus grande partie de votre financement? Quand on parle d'autonomie chez les groupes communautaires, une autonomie qu'on souhaite préserver et qui est également reconnue par les gouvernements, ça réside dans l'application d'une mission qui a été déterminée par des personnes ou des groupes de personnes sur des territoires où l'on souhaitait répondre à une problématique. Cette mission-là, ce rôle social que les communautés se sont donné, a été déterminé indépendamment d'objectifs politiques partisans ou de commandes gouvernementales. En créant des organismes communautaires, ce sont les collectivités qui se sont donné des outils et des moyens pour devenir plus autonomes, pour être plus forts collectivement. Notre société, par la redistribution des impôts et des taxes, a fait le choix de financer ces initiatives-là. Puis, c'est là-dedans que réside l'autonomie. Dans le fond, quand on a décidé de subventionner les organismes, c'était à la condition qu'ils respectent la mission qu'ils s'étaient eux-mêmes donnée. C'est pas que le gouvernement a zéro regard sur ce qui se passe dans les organismes communautaires. C'est juste que le regard qu'il a, c'est de vérifier qu'il respecte sa mission, la mission pour laquelle ils ont été créés. Et tout ça dans le respect de leur autonomie, c'est-à-dire sans ingérence ni orientation gouvernementale, ce qui pourrait aller à l'encontre de la mission pour laquelle les organismes ont été créés. Les subventions, en réalité, sont des moyens pour permettre l'application de la mission et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'argent qui va déterminer la mission des organismes. Du moins, c'est comme ça que c'était à la base. Cependant, tout doucement, on a senti qu'au fil des ans, les gouvernements ont commencé à orienter les programmes par des appels de projets, des types de subventions non récurrentes et conditionnelles à la reddition de comptes supplémentaires que celles qui étaient déjà existantes, de façon à valoriser certains types d'approches axées sur l'individu et sur des thématiques précises identifiées par les gouvernements. Quand on parle des interventions... C'est tout le temps ça que ça fait quand je présente. Pourtant, je m'écris un texte vraiment serré, je vais le tenir plus. Donc, ce qui est important de dire, c'est que dans l'approche individuelle, c'est beaucoup moins dérangeant pour les gouvernements. Quand on travaille avec les individus, quand on leur fait porter des problématiques sociales individuellement, alors que quand on les analyse plus globalement, on est en mesure de lutter contre elles. Donc, on y va. Donc, entre-temps aussi... il y a le financement philanthropique qui a gagné du terrain. Et il y a des joueurs comme la Fondation Chagnon, par des partenariats publics-privés, sont allés chercher des enveloppes vraiment importantes dans les structures et qui ont dédoublé aussi des missions déjà desservies par des organismes communautaires qui avaient peine à réaliser leur mission par manque de financement, alors qu'on est allé donner, par un projet de loi, des sommes, des millions. C'est des enveloppes très importantes auxquelles les organismes communautaires n'avaient même pas droit. Donc, pour faire un gros topo, la situation des organismes communautaires dans la majorité des secteurs est la suivante.
On est dans une situation de sous-financement liée à un manque de reconnaissance de l'État et un désengagement de ce dernier face au financement du milieu. Et de là entre autres, l'importance donnée aux activités philanthropiques. Un sous-financement aussi qui se matérialise souvent par des surcharges de travail pour les équipes en place dans les milieux, de l'épuisement professionnel, etc. Et de plus, on met à mal l'autonomie des groupes existants parce qu'on vient s'ingérer dans leur gestion. Donc, en 2014, le gouvernement Couillard prend le pouvoir. Le gouvernement précédent avait déjà pris l'engagement de donner 162 millions aux organismes en santé et services sociaux, qui représentent environ 3 000 organismes au Québec. Aussi, il y avait une enveloppe de 600 000 qui était supposée être dédiée aux corporations de développement communautaire, qui sont autour de 60. Et les autres secteurs étaient en attente d'engagement. On parle des organismes familles, entre autres, et la défense collective des droits, ce qui est finalement jamais arrivé. Au contraire, le nouveau gouvernement a annulé ses engagements. On a, en plus de retourner en arrière, on a annoncé une révision dans les programmes, ce qui était loin de rassurer les organismes. En avril 2014, les organismes sont préoccupés par leur financement, mais ça, c'est rien de nouveau. C'était une préoccupation qui était déjà présente. Les organismes continuent d'offrir leurs services, les autres à défendre les droits et les intérêts des plus démunis. Les regroupements nationaux continuent à faire le travail auprès des nouvelles équipes ministérielles afin de voir ce qui attend les différents groupes. Les nouvelles sont de plus en plus inquiétantes, pas de rehaussement en vue, ça c'est certain. On entend parler davantage de fusion d'organismes, ce qui signifie la disparition de certains d'entre eux et des nouveaux enjeux pour les régions qui couvrent déjà des territoires immenses. Les annonces de coupures qui se sont multipliées au fil des mois et les 2 budgets déposés vont venir créer de l'inquiétude et de la révolte au sein des groupes, mais également au sein des bassins de population qui vivent déjà dans une situation de précarité. Les tendances idéologiques du gouvernement sont claires. On décide de préserver certaines classes sociales, les plus riches de notre société, les grandes entreprises. Et dans cette logique, on va faire des économies aux endroits où l'on décrit depuis des années des manques alarmants. Chez les plus démunis, les familles et la basse classe moyenne, les organismes communautaires et certaines institutions qui répondent déjà aux besoins de ces populations. Pour les organismes communautaires qui sont déjà sensibilisés à ces causes-là, autour de ces enjeux-là, on sent un vent de contestation qui se lève, qui est plus fort que d'habitude. On va faire des ateliers de sensibilisation, de la formation, des manifestations, des lettres aux ministres, des pétitions. Il va y avoir des sorties médiatiques. Le milieu est très actif. Pourtant, pour plusieurs organismes, il n'y a pas si longtemps, la seule raison valable de sortir dans les rues, c'était leur financement. On commence à voir un changement. On se dit, ben non, là, c'est plus le financement. L'attaque est tellement grande qu'on va défendre les gens avec qui on travaille, qui ont créé nos organismes et les personnes les plus démunies. Puis ça, c'est vraiment important. Puis c'est une tangente québécoise, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a vu vraiment un soulèvement des organismes communautaires. Donc, on ne peut pas dire que le financement, c'est complètement écarté. Les gens continuent de revendiquer un meilleur financement, mais ce n'est plus la première revendication qu'ils portent actuellement. Donc, l'un des plus grands impacts de l'austérité en ce moment que moi, je vois sur le milieu communautaire, c'est le renouvellement des solidarités et des alliances. Je commence par quelque chose de positif, je vais m'en venir avec quelque chose de plus plate après. Donc, en ce moment, les organismes sont hautement mobilisés et avant de défendre leur propre financement, comme je viens de le dire, ils ont décidé de porter un message contre l'austérité pour une meilleure redistribution de la richesse et pour la préservation du filet social créé par les services publics et les programmes sociaux et les organismes communautaires. Plus que jamais, le milieu communautaire prend sa place dans cette lutte globale. La preuve, c'est qu'actuellement, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 60 organismes communautaires ont un mandat de grève, 62 pour être plus précise, ont un mandat de grève pour le 1er mai. Et plus de 300 groupes communautaires au Québec ont aussi ce mandat de grève et ce nombre augmente à tous les jours. C'est une première historique pour le milieu communautaire qui n'est jamais sorti en grève. Et là, on sort en grève contre l'austérité pour dire c'est une cause valable. Et nous, dans le fond, ce qui nous préoccupe, c'est que si on enlève les organismes communautaires qui sont réellement en danger actuellement, on va créer un déséquilibre social et la population perd des outils importants pour ces collectivités. Donc, un moment historique.
Donc, aussi, ce qui est important, c'est que même s'il y a des dizaines d'autres groupes qui ne sont pas en grève, la mobilisation du 1er mai, elle est très active et je pense qu'il y a encore, on ajoute 40 à 50 groupes qui vont être mobilisés aussi pour le 1er mai. Puis c'est des mobilisations cette année qui sont régionales et locales. Donc, on n'a pas centralisé ça dans les grands centres urbains, mais on a décidé de le faire à notre façon, notre région. Et ça se matérialise par des actions de quartier, localement, et tous les organismes, les milieux syndicaux et les associations étudiantes se sont mis ensemble. Malgré ce qui peut ressortir dans les médias depuis les dernières semaines, on sentait plus, les syndicats n'appuient pas trop les étudiants, le milieu communautaire, on ne sait pas trop ce qu'ils en pensent. On sentait une division. Eh bien, je vous assure que, du moins au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment une belle solidarité qu'on voit et les mouvements s'arriment et ils vont être forts le 1er mai et après parce qu'ils sont ensemble. Et ça, je pense que c'est non négligeable parce que souvent, ce qu'on laisse transparaître par l'intermédiaire des médias, c'est souvent les divergences et les fossés entre les mouvements, alors que là, la cause, elle est large. Oui, mais le gouvernement attaque large. Commençons par lutter ensemble et ensuite, on pourra faire valoir nos luttes spécifiquement. Et c'est ça qu'on voit dans le milieu actuellement. Le climat actuel est critique et risque de se détériorer davantage puisque les impacts négatifs des mesures d'austérité sont nombreux pour le milieu communautaire. Et avec le travail avec les ministères, nous laisse présager que le pire est à venir, dont la dispersion complète de certains secteurs. Pour parler concrètement, avant de terminer, des impacts de l'austérité dans le milieu, je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, en Outaouais, il y a 2 ou 3 mois, il y a eu le transfert de 1,2 million qui a été retiré à un organisme communautaire pour être injecté dans le réseau de la santé. C'est très inquiétant. C'est un organisme qui faisait du 24/7, donc ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on jugeait que les fonds devaient être retirés et ça a été endossé par le ministre de la Santé, M. Barrette. Donc, ce qui inquiète les groupes en ce moment par rapport à ça, c'est que ça a créé un précédent. S'ils l'ont fait pour un organisme, pourquoi ne le referaient-ils pas dans d'autres régions? Et si on commence à enlever des sous à des organismes qui en ont déjà pas assez pour répondre aux besoins des populations et dans les localités, qu'est-ce qui va se passer? Le déséquilibre continue. Les organismes communautaires aussi qui relèvent directement du secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales se sont vus renouveler leur protocole d'entente pour une période de 18 mois, alors que les politiques gouvernementales stipulent que ça doit être sur 3 ans. En mars 2016, on va se retrouver dans un vide. En plus, les organismes en défense collective des droits ont changé de source de financement. Ils ne faisaient pas partie de l'enveloppe ministérielle directement, mais leurs fonds venaient des revenus des casinos. Et en mars 2016, tout d'un coup, ça s'en va directement au ministère. Est-ce qu'il y a des nouveaux crédits qui vont être injectés ou on va tout simplement abolir la défense collective des droits? C'est une question qui nous vient en tête. Retrait du financement des CRE, des regroupements d'action jeunesse, retrait des enveloppes subventionnant Solidarité rurale, non-renouvellement des Fonds québécois des initiatives sociales qui étaient dans le plan de lutte contre la pauvreté. Confirmation de fusion à venir chez les organismes en santé et services sociaux. Ça, c'est un gros impact pour les régions. On arrive à peine à desservir les régions, les petits villages, éloignés. Comment allons-nous faire si les organismes sont fusionnés et qui restent dans les grands centres? On va se retrouver face à de la détresse rurale qui est déjà présente. Bon, pour conclure, je pense qu'il me reste 1 minute. Super. Il me semble évident que les différents groupes sociaux doivent persévérer dans leur lutte contre l'austérité. Même si je n'ai pas abordé ce thème dans ma présentation, des alternatives fiscales existent et elles se retrouvent dans une brochure ici qui s'appelle « 10 milliards de solutions » proposées par la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. En lisant ce document ou en participant à l'un des ateliers qui explique certaines mesures proposées, il nous semble évident que le gouvernement actuel n'est pas dans la recherche de solutions proprement économiques
pour régler l'équilibre budgétaire ou atteindre le déficit zéro, mais bien dans des solutions idéologiques néolibérales. En effet, le gouvernement prend consciemment la décision de créer un déséquilibre social en faisant des économies dans les services publics et les programmes sociaux. Et en continuant d'épargner les banques, les multinationales et les très, très riches de notre société. Comment peut-on accepter que tout le monde ne fasse pas sa juste part? Parce qu'actuellement, c'est un leurre, tout le monde ne fait pas sa juste part. Comment peut-on accepter de s'appauvrir pour préserver la richesse d'une petite minorité d'individus? Rappelons que 1 % de la population mondiale détient près de 50 % des richesses mondiales et que le gouvernement actuel, le gouvernement Couillard, travaille à ce que ces inégalités soient préservées au détriment du bien-être de la population qu'il représente. Alors voilà, merci beaucoup. Alors, ça s'appelle la santé régionale mise à mal, parce que déjà, avec les coupures qu'on a vécues dans la dernière année, on peut sans aucun doute présumer de l'avenir, et ça ne sera pas plus rose, ça c'est sûr, ça va être beaucoup plus noir, n'en déplaise à M. Côte-Noir. Qui est-ce qui change? C'est-tu toi qui change? OK. Alors, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, c'est l'affiche et le message que la FIC martèle au gouvernement pendant notre négo. Ça suffit, laissez-nous soigner. On nous avait promis, en 2005, avec le ministre Couillard, qu'avec sa grande réforme des C3S, qu'on allait avoir des grandes économies, qu'on allait réduire la bureaucratie, qu'on allait améliorer les services. Rien de tout cela ne s'est avéré, bien au contraire. En plus de paralyser le réseau pendant 5 ans, cette réforme de structure, bien modeste au regard de celle en vigueur présentement, n'a pas livré les effets escomptés. Est-ce que les attentes dans les urgences ont diminué? Est-ce que les attentes pour les chirurgies, les listes d'attente ont-elles diminué pour les examens spécifiques comme les IRM? Non, rien de tout cela ne s'est produit. Et par contre, le nombre de cadres a augmenté, lui. Avec la loi 10, la participation citoyenne locale est complètement évacuée au profit d'une centralisation régionale et nationale. Le Dr Barrette est le grand gourou. Les services sont fournis majoritairement autour des villes-centres, au détriment des zones éloignées. Les communautés locales n'auront plus aucune influence sur les services de santé qu'ils reçoivent. Non seulement le pouvoir et les budgets sont drainés vers le centre, mais les ressources humaines le seront aussi, accentuant la pénurie en zone périphérique. Cette opération aura l'effet de concentrer ressources et argent aux missions hospitalières. Les CLSC, qui s'occupent des soutiens à domicile pour les personnes âgées, entre autres, sont déjà parents pauvres et seront rejoints par les fonctions de soutien à la jeunesse, de réadaptation et de santé publique. On centralise les services autour de l'hôpital, ce qu'on appelle communément l'hospitalocentrisme, alors que le vieillissement de la population et la prépondérance des maladies chroniques dictent exactement le contraire. Et ce n'est pas en brassant des structures que l'accès à des services de qualité s'améliorera. C'est plutôt en adaptant le contexte, le réseau au contexte actuel des maladies chroniques et en priorisant la prévention, l'accès aux médecins de famille et les soins à domicile. Les actions relevant de la prévention sont diminuées. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont entendu le Dr Barrette dire que les bilans de santé annuels chez les personnes en santé, c'était inutile. Alors, on va se retrouver avec des cancers en phase terminale qu'on n'aura pas prévus et qu'on n'aura pas décelés à temps. Avec la création des CIUS, des CIS et des CIUS, ici c'est un CIUS, alors c'est une approche, on voulait appeler ça cuisse, nous autres, on trouvait ça plus cute, mais c'est une approche qui privilégie le curatif médical au détriment du préventif et de la promotion de la santé. Les plus gros et les plus gourmands aspirent les ressources des plus petits, ce qui, en clair, augmente le risque que les hôpitaux, lorsqu'ils seront en déficit, et avec 1,4 % d'augmentation pour l'année qui s'en vient, le déficit est assuré, aspirent goulûment, et je précise goulûment, les ressources des autres entités. Autre effet de la restructurite est la démobilisation du personnel, confronté depuis plusieurs années à un rebrassage de cartes qui ne donne pas les effets escomptés. Le sentiment d'appartenance, déjà fortement malmené par la réforme Couillard,
continue de se dégrader et diminue d'autant la mobilisation des membres. Avec l'offre du gouvernement concernant les régimes de retraite, parce que vous savez qu'on est en négociation et que le gouvernement nous a proposé de toucher à notre régime de retraite, qui, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il est capitalisé à 96 % et qu'il s'autofinance. Alors, pourquoi le gouvernement veut-il toucher à notre régime de retraite? Je peux vous dire que depuis que ça s'est annoncé, les départs sont dans la mire de plusieurs professionnels de la santé. Dans notre région, ce sont près de 100 professionnels en soins, principalement des infirmières, surtout en CHSLD et CLSC, qui pourraient partir. C'est encore toute l'expertise qui s'en va. Ils n'ont pas appris de 97, là, quand ils ont vidé l'expertise du réseau de la santé. Le temps supplémentaire, déjà endémique, augmentera et les absences maladies suivront. Et évidemment, quand l'expertise part, il y a une partie de la qualité des soins qui part aussi. C'est un graphique qui montre, parce que la FIC a fait un sondage auprès de ses membres de 50 à 64 ans pour savoir qui était, avec l'annonce de la mesure du gouvernement, était intéressé à prendre leur retraite. Et vous voyez que dans les 55 et 59 ans, c'est 55 % du monde, donc une personne sur deux qui veut prendre sa retraite, principalement dans les soins de longue durée et dans les CLSC. À la FIC, nous sommes convaincus que cette transformation éloignera les soins au lieu de les rapprocher du patient. Certains établissements perdront des missions, donc le patient devra parcourir de plus longues distances pour avoir ses soins. Cela entraînera le chaos dans les relations de travail, parce que tout est centralisé à Chicoutimi. Comment voulez-vous faire des relations de travail pour un fardeau de tâches à Dolbeau quand la directrice des ressources humaines est à Chicoutimi, la directrice des soins infirmiers est à Chicoutimi, le PDG, PDGA, c'est tout à Chicoutimi? Ça va être difficile. D'autre part, l'austérité appauvrit les régions par les pertes d'emplois, on le sait, l'augmentation des coûts des services, quand on parle aussi des CPE. Dans notre secteur d'activité particulièrement, l'augmentation des coûts de CPE touche particulièrement les femmes, et nous, c'est 90 % de nos membres. Et on a beaucoup de monoparentalité, alors ça vient toucher directement le portefeuille. Devant ce marasme, les problèmes de santé mentale augmentent, autant chez la clientèle que chez les travailleurs. C'est ce qui entraîne une augmentation des consultations médicales et une diminution de la main-d'œuvre disponible. Autre danger, la privatisation des services publics. On en a parlé, les conférenciers précédents en ont parlé, avec la désassurance de certains services et médicaments. Avec de grosses structures, il sera aussi plus facile de faire affaire avec un fournisseur externe, car la masse critique de certains services pourrait être offerte à un seul sous-traitant, qui pourrait évidemment vivre avec un seul client, qui est l'Immensius de Dolbeau à la baie. La sous-traitance est une manière efficace de contourner les syndicats et de vider les services publics de leur expertise, et de aussi diminuer les conditions de travail et les salaires des travailleurs qui ne sont pas protégés. La littérature démontre que lorsque la qualité des soins diminue, une augmentation du taux de mortalité est enregistrée. De plus, s'ajoute à cela une augmentation des complications post-opératoires et une augmentation de la durée de séjour à l'hôpital. Vous savez, maintenant, tu te fais opérer au bout de 2 jours quand ton tractus gastro-intestinal fonctionne bien. C'est dehors. Alors, là, ça va être une journée après, probablement. L'évocation de la mobilité de la main-d'œuvre fait aussi sursauter. En effet, le fait d'être obligé de se déplacer entre différentes installations d'un CIUS situées à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre suscite déjà de vives inquiétudes chez les salariés du réseau de la santé. On va être un seul hôpital, de Dolbeau à la baie. Comment qu'on va s'organiser? À 8 heures le matin, il manque quelqu'un à Dolbeau? Qu'est-ce qu'on fait? C'est que la seule personne qui est disponible reste à Chicoutimi. Ça, on va tous décider ça en négociation locale, évidemment, mais ça inquiète énormément les salariés. La Fédération croit que le projet de loi 10 aura, en fait, c'est la loi maintenant, évidemment, aura un effet dissuasif sur l'attraction et la rétention des professionnels en soins actuels et futurs. Je vous dresse un petit tableau maintenant des compressions par hôpital dans notre région, qui font partie du CIUS. À l'hôpital de Chicoutimi, comme vous voyez, 3,7 millions l'année dernière, encore au moins 3 millions cette année. Qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? Est-ce qu'on a coupé des cadres? Est-ce qu'on a coupé? Non. On a coupé des lits.
directement reliés aux soins. On a coupé 50 à 60 postes d'infirmières auxiliaires. Par contre, ils ont fait ça en novembre dernier, en décembre, à partir de décembre, ils réouvraient 26 lits à 28 lits presque quotidiennement pour les cas, pour les patients qu'il fallait qu'ils montent de l'urgence pour avoir un lit. Alors, malheureusement, le personnel qui était affecté à ces lits-là avait été coupé. Donc, plus de services, plus de soins, ce qui fait que le temps supplémentaire a augmenté de façon extraordinaire et la fatigue aussi. Domaine du Roi, c'est Robertval, 1,3 million. La direction assure ne pas avoir eu à faire de mise à pied, mais des services importants comme la chirurgie et la psychiatrie ont été réorganisés pour réduire les coûts de fonctionnement. Mais j'ai su la semaine dernière que les coupures, il en faisait aussi dans le personnel infirmier. Au C3S de Jonquière, c'est 1,1 million. Chaque poste vacant est réévalué et un poste de coordonnateur a été aboli. Cela signifie qu'on ne remplace pas systématiquement le départ des professionnels en soins, entre autres. Cléophas Claveau à la baie, compression 375 000. La direction doit faire des choix difficiles pour atteindre l'équilibre budgétaire, des choix qui peuvent avoir des impacts sur les services à la clientèle. Ils ont quand même annoncé que des postes seraient coupés dans les soins infirmiers, dans les services psychosociaux et dans les services administratifs. Et je peux vous dire que depuis quelques semaines déjà, le CLSC ne se rend plus à l'Anse-Saint-Jean. Les patients doivent se déplacer de l'Anse-Saint-Jean pour venir au CLSC de la baie. Et je suis extrêmement sensible au fait que le regroupement d'Action Jeunesse va voir ses budgets diminuer parce que je suis aussi présidente du conseil d'administration de travail de rue de Chicoutimi et ça nous touche particulièrement aussi. Parce que nous, on voulait développer le Bas-Saguenay, on voulait développer le rural et on va avoir de la difficulté à assumer notre mission à cause de ça. Maria Chapdelaine, c'est Dolbeau, compression 1,2 million. Ils veulent couper dans les fournitures et ils veulent couper dans les heures supplémentaires. Comment voulez-vous couper dans les heures supplémentaires sans affecter les soins directs aux patients? C'est impossible. S'il n'y a pas une personne pour donner des soins, la personne est obligée de rester en temps supplémentaire selon son code de déontologie. Comment peut-on couper dans les heures supplémentaires à ce moment-là? Oh, à moins d'afficher des postes à temps complet. Mais la FIC est un syndicat de proposition. Alors, on a fait un projet pilote qui s'appelle la clinique SAPSA à Québec. Elle est dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Elle est financée par la FIC. Et on peut vous dire que dans la dernière année, c'est une clinique qui est assumée exclusivement par une infirmière praticienne et des infirmières. Sur plus de 1000 consultations l'année dernière, moins de 5 des patients ont dû être référés à un médecin. La très vaste majorité des cas ayant été réglés par l'infirmière praticienne ou les infirmières. C'est un succès qui doit inspirer le gouvernement. On parle aussi des ordonnances collectives nationales, de l'application uniforme de la loi 90. Parce que, de plus, la FIC a déposé son mémoire en commission parlementaire sur la loi 20 en présentant 9 leviers pour l'amélioration des soins de santé. On peut bien contester les coupures, on peut bien contester le gouvernement, mais il faut arriver avec des solutions pour essayer de s'en sortir aussi, puis pour essayer de donner le meilleur service aux patients. Alors, ça s'échelonne sur 9 leviers. Le premier levier étant de transformer l'organisation du travail pour permettre aux professionnels en soins de pleinement exercer leur rôle, tâches et fonctions. On veut leur donner toute l'autonomie et le leadership infirmier qui leur revient. Le deuxième levier, c'est créer par voie législative des ordonnances collectives. Il faut standardiser les pratiques dans toute la province de Québec. Il faut que les ordonnances collectives aient un statut de norme ainsi qu'une portée nationale. Et on veut aussi assouplir les ordonnances collectives locales. Le troisième levier, c'est augmenter le pouvoir et la portée du droit de prescription des infirmières. C'est une vraie farce, là. Un patient arrive à l'urgence, mettons qu'il arrive, c'est un accidenté, puis sa jambe n'est pas dans l'angle qu'elle devrait être initialement. Bien, je pense que l'infirmière pourrait prescrire une radiographie de la hanche. Merci. Pas de la hanche, de la jambe. C'est mieux. Mais non, c'est pas possible. Il faut qu'elle passe par le médecin. Il faut que le médecin prescrive la radiographie. C'est d'abord de la perte de temps, ça augmente l'attente dans les urgences et ça
ça ne permet pas à l'infirmière d'exercer pleinement son rôle. Le quatrième levier, c'est accentuer le déploiement des nouveaux rôles des professionnels en soins, les infirmières praticiennes, parler au Collège des médecins parce que les médecins sont souvent un peu réticents à avoir des infirmières praticiennes parce que ça leur enlève du clic-clic, appelons ça comme ça. Et le cinquième levier, renforcer et accroître les lieux de pratique de première ligne, comme les GMF. Vous savez aussi que le docteur Barrette a promis des super cliniques avec des infirmières praticiennes. Il n'y en a pas de prévu dans la région. De plus, on a aboli ici à l'université le cours d'infirmière praticienne depuis l'année passée. On a aboli aussi les 2 infirmières praticiennes qui œuvraient à l'hôpital de Chicoutimi. Il n'y en a maintenant que dans les CLSC dans la région. 2 à Jonquière, bientôt 2 à Chicoutimi. Pourquoi? Parce que les médecins n'aiment pas aller dans les CLSC. Les médecins n'aiment pas faire des soins de première ligne. Alors, c'est pour ça que la porte est grande ouverte pour les infirmières praticiennes en première ligne. 6e levier, renforcer l'interdisciplinarité et la collaboration professionnelle. Donc, augmenter le nombre d'infirmières dans les GMF. 7e, établir et consolider des mécanismes de coordination des soins. En CLSC, maintenant, ça arrive, puis on est interpellé souvent à ce propos-là. Il y a 3 personnes qui vont aller voir la même madame dans la même maison, dans la même journée. 3 personnes qui viennent du même CLSC. Alors, ce n'est pas une bonne coordination des soins et services. Alors, nous, on veut effectivement assurer une meilleure coordination. On veut aussi faire appel à des outils, des pratiques, des avancées technologiques comme le dossier médical du Québec, le dossier centralisé. On veut aussi augmenter les postes à temps complet et établir des ratios professionnels patients. C'est la meilleure chose à faire. Ça s'est fait dans plusieurs autres pays, dont l'Australie. Alors, c'est vraiment mettre un ratio infirmière-patient. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, puis c'est une petite phrase qu'on aime bien, on veut vraiment établir des corridors de services et pas donner des services dans le corridor. Avec le projet de loi 20, cette nouvelle approche permettra la prise en charge par d'autres professionnels de la santé et libérera les médecins qui pourront se concentrer sur les cas plus lourds. Un autre projet élaboré par la FIC concerne les aînés. Des petites maisons de quartier avec les services de professionnels pour assurer un milieu de travail, un milieu de vie agréable et sain. Le projet pilote est en Outaouais et on entend une très bonne ouverture du Dr Barrette par rapport à ça. En conclusion, on veut rapprocher les services de santé près du citoyen, ce qui entraîne une meilleure prise en charge, des délais d'attente moins longs. La loi 10 diminue les soins directs aux patients qui seront tentés d'aller au privé. Puis comme le dit Mme Jean, c'est un démantèlement des services publics. Je vous laisse sur une phrase éminemment pertinente du philosophe et linguiste Noam Chomsky, qui dit « La technique habituelle pour privatiser consiste à rendre les mesures sociales inefficaces et non fonctionnelles et d'attendre ensuite que les gens se fâchent afin de donner la gestion de ces programmes au privé. » Alors, c'est ce qui est en train de se faire présentement. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. C'est certain que l'austérité, ça a été provoqué par le gouvernement libéral. Il faut quand même appeler un chat un chat. Ça occasionne des impacts dans le cadre des différents milieux, dans les différentes collectivités, puis dans le cadre des différents organisations qui agissent dans le territoire. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, puis de vous amener à voir aussi, j'ai fait le maillage entre ce qui a été pendant très longtemps ma préoccupation de recherche en développement régional, l'apprentissage collectif, avec l'austérité. Je veux vous amener à réfléchir sur les impacts possibles de l'austérité au sujet de nos capacités à nous développer par nous-mêmes, au niveau local, régional et dans chacun de nos milieux. Développement régional, c'est pas quelque chose de simple. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On regarde les différentes personnes qui ont parlé. Ah, non, trop vite, par exemple. Oui, bon, ça, on va... Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Je pense qu'on a des bibliothèques complètes de choses qui peuvent nous décrire ce qui influence la dynamique du développement régional, local. Il y a différents éléments, les gens, le capital social, les idées, les ressources, l'innovation, le territoire. Et évidemment, peu importe ce qui arrive, peu importe les théories, on parle qu'il y a un processus d'apprentissage de caractère collectif qui prend place dans les différents milieux. Et puis, comment on le définit? Ça, c'est
C'est un peu la difficulté que j'ai rencontrée parce qu'à peu près tous les auteurs qui parlent d'apprentissage collectif se contredisent les uns les autres. Les définitions ne sont pas nécessairement communes. C'est pas nécessairement facile, mais en général, dans le cadre général, on peut cerner l'apprentissage collectif comme étant quelque chose, un processus, quelque chose qui prend place, qui est organisé, qui est collectif, qui permet de créer, d'acquérir ou de développer des connaissances, des savoirs, des connaissances particulières ou des savoir-faire, un savoir-faire technique au niveau des savoir-faire pratiques. Évidemment, c'est peu importe ce qui arrive dans le cadre du développement de l'apprentissage collectif, il y a deux éléments à considérer. Tout d'abord, la production de la connaissance. Quand on fait face à un problème, une situation, ou quand on veut mettre sur pied un projet, bien, on essaie de trouver les solutions, les outils qui vont nous aider. Donc, on essaie de faire de la connaissance et par la suite, bien, on essaie de l'intégrer. Parce que c'est bien de réfléchir, c'est bien de trouver les solutions, mais encore faut-il les mettre en pratique. Ça, c'est le défi qu'on a toujours, peu importe le milieu, peu importe le projet. Évidemment, côté apprentissage collectif, ça se produit. Quand on parle de collectif, ben, le collectif, c'est quoi? C'est vous, moi, les personnes en arrière, Louis-Philippe qui est assis là-bas avec sa tasse de café, c'est peu importe qui, les gens interagissent ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes, interagissent dans le cadre des différents milieux. Évidemment, ils vont agir par le biais de différentes organisations, des rencontres, ils vont agir par les réseaux dont ils disposent. Il y a aussi les contacts qui vont être mis en profit, particulièrement dans le communautaire. Je pense que quand on développe des projets, des fois, il y a des gens avec qui on peut travailler, puis c'est des personnes vraiment fortes qui travaillent dans ces milieux-là. Peu importe les milieux, en fait, mais on a des personnes qui vont nous aider à mettre sur pied les projets. Évidemment, il y a des conditions qui vont faciliter ou contraindre le cheminement des apprentissages et des projets. J'ai résumé de manière très synthèse les conditions. Tout d'abord, c'est sûr que est-ce que les gens ont la possibilité de participer à la mise sur pied des projets? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que les gens disposent des moyens, des outils pour mettre sur pied les projets? Ensuite de ça, on a évidemment la disponibilité des ressources, parce qu'encore faut-il, lorsqu'on a des idées, lorsqu'on rencontre des problèmes, puis qu'on élabore des solutions, qu'on ait les moyens d'agir, qu'on ait la marge de manœuvre pour agir. Et bien sûr aussi, il y a la culture de communication et de collaboration qui est ouverte, qui va favoriser beaucoup l'apprentissage. Quand on se connaît, quand on est habitué de travailler ensemble, quand on élabore des projets, puis qu'on est habitué de s'ouvrir aux autres, c'est toujours plus facile d'avancer, c'est toujours plus facile de travailler. Évidemment, par la suite, au niveau des retombées obtenues, je m'excuse quasiment d'avoir mis d'animation, Daniel. Évidemment, peu importe les projets, dans chaque projet ou chaque action, il va y avoir des connaissances qui vont se créer, les initiatives qui vont être mises de l'avant. Ensuite, il va y avoir les savoir-faire. Il va y avoir, chose très importante à retenir dans le cadre des changements amenés par l'austérité, il y a les dynamiques de mobilisation. Les gens, une fois qu'ils ont travaillé ensemble, qui ont appris à travailler ensemble, bien forcément, c'est toujours plus facile de répéter l'expérience. Par la suite, il va y avoir les organisations qui vont détenir des outils pour travailler ensemble. Et aussi, il y a le fait que peu importe les expériences qui se produisent, lorsqu'on a déjà fait face à une problématique ou à un projet dans une région, ben c'est très facile de le répéter s'il y a d'autres organisations qui ont déjà eu les mêmes expériences. Généralement, d'un milieu à l'autre, on peut se transférer les savoir-faire sans nécessairement avoir de contraintes significatives. Par la suite, bien évidemment, les incidences de l'austérité budgétaire du gouvernement libéral. Bon, évidemment, l'apprentissage, quand on crée des connaissances, des savoir-faire, ça ne se fait pas d'un milieu qui n'est pas influencé. La dynamique de travail dans lequel on est va nous influencer beaucoup et les conditions dans lesquelles on va travailler vont influencer également ce développement-là. Puis là, penser que l'austérité budgétaire mise de l'avant par le gouvernement libéral, qui n'aura aucune influence négative sur nos capacités de développement, ça relève un peu de la pensée magique. Les conditions sont en train de changer. On n'a plus les mêmes conditions qu'on avait auparavant. Évidemment, on a une réduction de la capacité d'intervention dans les différentes collectivités. Il y a certains exemples qui sont flagrants. Au niveau des CLD, on parle de fermeture des CLD. Bien qu'imparfait, les CLD laissaient quand même une certaine place à la participation de la collectivité pour ce qui est des prises de décision, pour ce qui est de la gestion. Il y avait aussi des rapports des redditions de comptes qui étaient là. Maintenant, les CLD vont être soit à capacité très réduite, soit intégrés dans d'autres organismes municipaux, ce qui fait en sorte que la société civile est évacuée des prises de décision. Il y a les conférences régionales des élus qui,
bien qu'imparfaite comme toute structure, ça permettait aux acteurs quand même d'agir ensemble sur certains projets. Il y a des projets, des initiatives locales qui n'ont pas nécessairement fait manchette, mais dont il faut faire mention, comme la gestion des attributions de la biomasse forestière, où il y a des expériences qui sont créées, des connaissances. Il y a un portrait énergétique régional qui n'a pas circulé, mais qui a été créé. Il y avait une volonté de travailler ensemble. Il y a des recherches qui ont été faites, il y a des projets qui ont été mis sur pied. Et en plus, ça permettait de porter le discours de la région. Au niveau des centres de santé et services sociaux, à un moment donné, on a des gens qui travaillent sur le plancher, qui connaissent leur milieu, qui connaissent les problèmes, qui connaissent les solutions. On a les cadres aussi. Et là, si on ramène tout dans une structure de SIUS, la question est de savoir est-ce que les gens qui vont occuper les fonctions régionales vont posséder l'ensemble de la vision de ce qui se passe sur le terrain, les connaissances. Je veux bien croire aux capacités de développement des gens, la capacité d'appui des téléphones intelligents et tout, mais à un moment donné, ça a quand même ses limites, ça, faut pas en conclure. Les commissions scolaires, bien que mandat très limité, il y avait quand même un processus électoral qui permettait d'élire des gens, ce qui permettait d'influencer sur l'adoption de certaines mesures dans certains établissements d'enseignement, ce qui permettait aussi de contrer parfois les volontés de fermeture d'écoles dans des milieux défavorisés, comme ça s'est passé ici avec Antoine de Saint-Exupéry. Par 3 fois, les gens se sont mobilisés au niveau local et par 3 fois, ils ont empêché la fermeture. Les forums jeunesse régionaux, ça, j'ai malheureusement eu je l'ai ajouté, j'avais une prémonition que le financement serait fragilisé, mais je ne pensais pas que le gouvernement allait le fermer. Pour une fois, dans l'histoire des jeunes notamment, on avait réussi à asseoir les jeunes ensemble, à élaborer un discours régional. La dynamique de migration pour ramener les jeunes en région. Avant, dans les années 90, on parlait des autobus jaunes qui partaient de la région chaque semaine. On a réussi quand même à changer cette image-là. Ça faisait bien des années on s'était débarrassé de cette image-là d'autobus jaunes. Migration, bien évidemment, les ressources vont être sans doute diminuées. On avait le Fonds régional d'investissement jeunesse, une capacité d'investissement sur les besoins des jeunes qui va également disparaître. Et il y a aussi le fait qu'on apprenait à développer un discours social et politique. Parce que les Carrefour Jeunesse-Emploi, même en modifiant leur mission, leur fondement, c'est l'employabilité. C'est la création, l'accompagnement sur les conditions de travail auprès des jeunes. Et encore là, c'est limité normalement quand même à certains créneaux. Donc, ils ont des missions très spécifiques qui ne réussiront pas à remplir le mandat. Et au niveau des organismes communautaires, bien, quand on est pris à se battre, pas pour les activités, mais la survie de l'organisme à tous les jours, là, on en rajoute encore une couche de possibilités. Enfin, on enlève certains moyens, on restreint les moyens de travail et de mobilisation. Non pas que les gens ne se mobiliseront pas dans le communautaire, mais à partir du moment où le financement est de plus en plus fragilisé, c'est pas simple, c'est pas évident de s'ajouter de nouveaux mandats de réflexion. Au niveau de la... Et pour poursuivre, au niveau de la réduction de la capacité d'intervention, évidemment, ces changements-là au niveau des organisations collectives vont amener les gens au niveau local et au niveau régional à avoir des rôles accrus. Rôles accrus de l'organisation collective, des institutions locales existantes qui n'ont pas toujours les ressources, les moyens, les capacités d'intervenir. Angèle-Bert, tantôt, en parlait, il y a quelque chose de pas normal dans le fait que moi, Éric Dubois et quelques personnes du milieu syndical, ça a été à nous de prendre en main le « touche pas à mes régions » parce que certaines organisations ne l'ont pas fait. On le fait, on peut le faire, mais ça a ses limites quand même. La volonté citoyenne, il faut quand même que certaines ressources soient au rendez-vous. Et évidemment, il y a certaines organisations qui vont avoir ces ressources-là, les entrepreneurs et les initiatives privées, qui, eux, ont leur finalité, ont leur vision de ce que ça devrait être et qui aussi ne se sont pas nécessairement portés beaucoup sur les changements sociaux et politiques. Évidemment, on a à se questionner sur savoir qui va détenir les ressources et de quelle façon ça va être géré. Ah, il me reste 10 minutes. Et par la suite... Ah oui, celle-là, je l'avais. Oui, c'est... Évidemment, par la suite, on a à se questionner. Parce que là, on a pris des mesures financières. On a fermé les conférences régionales des élus, on va fermer les forums jeunesse régionaux. Mais ça fait des années que ces organisations-là travaillent. Ça fait des années qu'il y a des projets qui sont élaborés. Ça fait des années que les gens connaissent leur terrain, qu'il y a des intervenantes et des intervenants qui travaillent ensemble. Ces connaissances-là, tout simplement, de quelle façon on va les transférer? Est-ce que le transfert va se faire? Est-ce que le transfert va s'effectuer? En supposant que le transfert ne s'effectue pas, on va perdre une quantité incroyable de connaissances et d'expertise sur le développement régional.
au niveau du développement local aussi. Et là, pour essayer de retrouver ces connaissances-là, on va quoi? On va refaire des projets, on va refaire des études, mais on est rendu au niveau local, donc il va falloir se concerter au niveau régional. Donc, on va perdre du temps, de l'énergie, des ressources très précieuses à essayer de recréer la roue, mais on va la recréer juste d'une autre façon, mais on va recréer exactement la même chose qu'on avait auparavant. Évidemment, la réalisation des projets et des actions, ça génère son lot d'apprentissage collectif. Le fait que les gens au niveau des différentes collectivités, au niveau des différentes organisations locales, aient moins de ressources, ça fait en sorte que les gens ne pourront pas nécessairement développer autant de projets, faire face à leurs problématiques. Donc, les leviers qui vont leur permettre de se développer au niveau local ne seront plus entre leurs mains et ne pourront plus influencer la composition. Et évidemment, si on mobilise des ressources simplement à essayer de recréer des dynamiques de mobilisation, des dynamiques de développement, il va y avoir une perte de ressources incroyable qui pourrait servir à bien d'autres choses. Je pense qu'au niveau des organisations santé et services sociaux, juste pour aider les gens, on pourrait se dire qu'il y a des ressources qui pourraient être investies là. On pourrait se dire aussi que les ressources qui vont être, qui seront pas optimisées pourraient être dépensées notamment dans les besoins du communautaire et d'autres besoins. Je pense que c'est fondamental. Évidemment, il va y avoir des changements potentiels aussi au niveau des gens qui vont avoir la possibilité d'agir. Les gens qui vont détenir ces clés-là, ces ressources-là, ces connaissances-là, ces expertises-là, ça ne sera pas les mêmes personnes. On n'aura plus nécessairement d'organisations publiques ou parapubliques qui vont détenir ces connaissances-là et l'accessibilité, si ça appartient au privé, va être beaucoup plus difficile. Et quel type d'apprentissage on va réaliser? Bien, on s'oriente vers l'employabilité, on s'oriente vers la création du développement économique, en pensant que le développement économique existe seul et que c'est lui qui va apporter toutes les solutions. Et par la suite, les gens qui vont agir dans le cadre de l'apprentissage collectif, bien évidemment, vont être de plus en plus détenteurs de ces outils-là, ce qui fait en sorte qu'on leur remet entre les mains une grande responsabilité, beaucoup plus grande qu'avant. Et là, je vais passer rapidement avant de voir le carton 5 minutes apparaître. Évidemment, on va voir de plus en plus des projets à caractère privé apparaître, ce qui va faire en sorte que ça ne répondra peut-être pas nécessairement aux besoins spécifiques issus des communautés. On va se retrouver dans un contexte où les gens, étant donné que les organismes ferment, il y a des savoir-faire et des connaissances qui vont se disperser. Les gens de la CRE ont commencé à se disperser un peu partout dans d'autres organisations. Et évidemment, on va essayer d'obtenir le maintien de certains outils, certains acquis qu'on avait faits. Bien, ça va impliquer qu'on change des choses, c'est-à-dire qu'on mobilise des ressources qui étaient au niveau des organisations simplement pour les maintenir, alors que ces ressources-là pourraient être attitrées à bien d'autres choses. Évidemment, peut-être petite conclusion, une légère main de découragement du penseur de Rodin, parce que quand on y pense, après tout, les gens, lorsqu'on a parlé de fermeture des CRE, des CLD, des forums jeunesse régionaux, on n'a pas nécessairement réfléchi. Preuve, si t'en est, que les fonctionnaires du ministère des Affaires municipales étaient venus écouter le rassemblement jeunesse à Saint-Félicien au tout début du mois d'avril, étaient enchantés de ce qu'ils entendaient et des apports de contenu. Et enchanté aussi de la patience dont je faisais preuve. Évidemment, l'austérité budgétaire qu'impose le gouvernement actuel, c'est un frein à l'apprentissage collectif. C'est un frein à nos capacités de se développer au niveau local. Les structures ne sont pas parfaites. Puis là, je n'essaierai pas de vous vendre que les structures sont parfaites. Mais lorsqu'elles existent, il y a toujours moyen de les modifier, de les bonifier, de les changer. Parce que là, juste au niveau, et là, celle-là, je l'avais oublié, juste au niveau des structures régionales, parfait, on abolit les CRE, on va faire une table des préfets. Parmi les préfets, c'est-à-dire les maires de la région, on a 5 maires. On a 5 hommes, et il n'y a aucune préoccupation encore relative par rapport à la parité homme-femme sur les instances. On n'a aucune représentation autochtone parce que Mastoyache existe en tant que nation, existe en tant que communauté, il n'est pas dans une MRC. On n'a pas de siège par rapport aux jeunes. Bref, on a pris une mesure et on essaie de faire croire que c'est pensé, réfléchi. Non, mais là, on est en train d'évacuer quelque chose sur lequel on avait travaillé. Même Angélebert m'en a déjà parlé, il avait cédé sa place pour qu'une représentante de la société civile soit à la CRE. Alors, on a à se questionner sur la façon de faire. Bref, ça va constituer un frein.
Évidemment, c'est une opportunité d'apprentissage collectif au niveau de la collectivité locale et régionale. À un moment donné, on a peut-être laissé aller le fonctionnement de nos instances dans les mains de certaines personnes nommées, certains élus. C'est peut-être le temps qu'il y ait une mobilisation pour une réappropriation et une reprise de contrôle de ces leviers-là de développement. Il ne s'agit pas tant de savoir ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce que nous désirons, que de savoir... il ne s'agit pas tant de savoir ce que nous ne désirons pas que ce que nous désirons. Et ça serait peut-être le temps que la société civile se donne ses propres états généraux afin de définir son projet de société. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Bonjour, Samuel Boily, vice-président Majucac. Ma question s'adresse également à vous, Madame Jean. J'aimerais savoir, on reproche beaucoup au mouvement étudiant cette année d'avoir ratissé trop large en salut à l'austérité et ce faisant, c'est plus difficile pour la mobilisation, surtout sur le long terme. Je vois que vous voulez vraiment faire une lutte à large de tout ça. J'aimerais savoir un petit peu comment vous voyez ça pour la mobilisation auprès de vos membres. Bien, nous, on peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas imaginer la lutte moins large puisque les attaques sont faites très larges. Comment on peut dire, la cause des femmes est prioritaire de celle des personnes assistées sociales ou celle des étudiants ou celle de l'éducation? Comment on peut faire un choix là-dedans? Il n'y en a pas de choix à faire. Il y a des impacts directs et des dommages collatéraux. On commence à en avoir et ils vont être de plus en plus grands. Moi, je déplore que les médias et que les gens aient dit les étudiants et les étudiantes ratissent trop large. Comment on peut critiquer un mouvement qui lutte pour l'égalité des chances, pour une société plus juste et équitable? Surtout que c'est une génération qui s'en va sur le marché du travail. C'est la génération du futur. C'est les étudiants et les étudiantes. Puis je pense que 2012, c'est pas si loin puis que ça fait peur. Tu sais, que ça a été un mouvement qui a marqué l'histoire du Québec, qui a fait perdre des élections à un gouvernement, puis ils se sont dit, tout de suite en partant, il faut casser le mouvement. Quand le ministre de l'Éducation appelle à prendre des mesures sévères contre les personnes qui se mobilisent en faisant ce qu'ils font en ce moment à l'UQAM, en disant « vous allez être suspendus, pas juste pour un an, peut-être pour la vie », on est encore dans la même ligne que c'est dans une perspective idéologique qu'on veut casser les mouvements et qu'on veut continuer avec notre agenda politique sur le fait qu'on préserve les acquis d'un bassin de population au détriment de toutes les autres, dont les étudiants et les étudiantes font partie. Moi, je pense que c'est tout à l'honneur des étudiants et étudiantes. Puis nous, dans le milieu communautaire, on ne voit pas la lutte autrement.